présentation consiste à donc vous présenter ces initiatives réglementaires qui vont faire l'objet d'un certain nombre de discussions à l'échelle européenne dans le cadre d'un processus législatif européen de codécision. Cette présentation, elle se fait en amont d'une présentation qu'on pourrait faire également sur les impacts du Fit for 55 au sens industriel et emploi. Vous savez que la PFA a travaillé avec un cabinet, AlixPartners, là, pour évaluer ces impacts. Et donc, cette partie-ci est plutôt présente le contexte des évolutions réglementaires qui auront des conséquences sur le plan industriel et emploi en France. Et donc, au moment de la conclusion, je reviendrai sur cette étude AlixPartners qui pourra vous être présentée plus en détail par la suite. Alors, je propose tout de suite de commencer par l'ordre du jour. Donc, l'idée, c'est de faire un point sur Fit for 55 en premier lieu, avec les objectifs, et de revenir sur le contexte en matière d'émissions du transport routier, de regarder quels sont les moyens proposés par la Commission européenne pour atteindre ces objectifs en matière climatique, de voir quels sont les impacts en termes de mix énergétique sur le marché des véhicules aux horizons envisagés donc par la Commission européenne 2030 et 35. Un point Nicolas, sur... excusez-moi, on ne voit pas Oui. votre écran si vous partagez quelque chose, on voit la fenêtre Teams. Ah, d'accord. Alors, c'est étrange. Est-ce que là, c'est mieux? Oui, parfait. Merci, Voilà. excusez-moi. Voilà, pardonnez-moi. Donc, j'en étais à l'ordre du jour. Un point sur les infrastructures de recharge également, parce que c'est effectivement totalement déterminant quant à l'atteinte des objectifs qui nous sont imposés en termes de baisse des émissions de CO2 des véhicules neufs. Un point sur la décarbonation des carburants et la fiscalité au regard des réglementations qui font aussi partie du package Fit for 55 sur ces éléments-là. Et puis, on reviendra sur recettes avant de pouvoir échanger ensemble avec l'idée de conserver quand même un petit temps d'échange qui soit suffisant, au moins de l'ordre d'une vingtaine de minutes, si ça vous convient. On commence tout de suite donc par la présentation du package, donc le Green Deal dont vous avez entendu parler avant la présentation du paquet Fit for 55. Eh bien, c'est un ensemble d'initiatives et de propositions législatives qui sont présentées, c'est présenté comme ça par la Commission européenne, les plus ambitieuses en matière de protection de l'environnement à l'échelle même mondiale. Donc, il vise le Green Deal à faire de l'Europe un continent climatiquement neutre d'ici 2050. Il a été présenté en 2019 et il s'adresse aux États, aux entreprises et aux citoyens. Et le Green Deal donc entend incarner la nouvelle stratégie de croissance européenne, la nouvelle stratégie de croissance juste pour faire de l'Union européenne donc un leader mondial de la croissance verte et durable. Donc, l'ambition est de soutenir les innovations vers la protection de l'environnement et aider les citoyens les plus exposés. Le Green Deal, c'est pas simplement la réduction des émissions de CO2, mais c'est plus large. Ça traite aussi des sujets relatifs à l'agriculture, à la qualité de l'air et même aux substances dangereuses, notamment au regard de la réglementation REACH que vous connaissez peut-être et celle à venir également sur la Chemical Strategy for Sustainability. Et le paquet Fit for 55, quant à lui, la partie de droite à l'écran, eh bien, c'est la stratégie de l'Union pour atteindre, au regard de son objectif de neutralité carbone 2050, un point d'étape 2030 qui consiste à faire moins 55% en termes d'émissions de CO2 par rapport à la situation constatée en 1990. Et ça, c'est tout secteur confondu, toutes émissions de gaz à effet de serre confondus. Et donc, Fit for 55, eh bien, c'est l'adaptation du cadre réglementaire européen pour s'inscrire sur cette trajectoire de neutralité carbone avec ce point d'étape de moins 55% à l'horizon 2030 dont je parlais. C'est 13 propositions législatives au total. Certaines donc sont des modifications
modifications de réglementations existantes, d'autres sont nouvelles. Et donc, ce sont autant d'instruments que la Commission européenne propose, sur lesquels elle propose de jouer avec plus ou moins d'intensité, donc pour s'inscrire sur cette trajectoire ambitieuse. Un point, je vous propose, avant de rentrer dans le cœur des propositions législatives du paquet lui-même, de faire un point sur le contexte en matière d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Hein. Donc, cette représentation là en bas de 100 à partir de 1990, ce sont les émissions de GES, tout secteur émetteur confondu, pour donc le monde, l'Europe, la France et l'Allemagne. On voit que donc à l'échelle mondiale, ça continue de grimper, hein, puisque grosso modo, on observe encore à cette échelle-là une corrélation forte entre la croissance de la population et les émissions de gaz à effet de serre. À l'inverse, ça baisse pour l'Europe, et finalement, l'objectif du paquet Fit for 55, que vous voyez peut-être si je déplace la fenêtre, s'inscrit plutôt sur une prolongation de tendance. Hein. Évidemment, c'est lorsqu'on regarde ça, tout secteur confondu, encore une fois. L'Allemagne baisse plus en baissant par rapport à 90 que la France. C'est notamment du fait qu'elle part de beaucoup plus haut et que son potentiel de réduction est aussi bien plus important, notamment par la substitution du charbon, qui est fortement émetteur de gaz à effet de serre, par du gaz pour sa production d'électricité. On en vient maintenant à la répartition, cette fois-ci sectorielle, des émissions de CO2 à l'échelle des différentes zones, à l'échelle mondiale, donc en valeur absolue, ce qui permet de remettre en perspective l'impact de la neutralité carbone de l'Europe, hein, qui est le petit tas que vous voyez juste au-dessus du drapeau européen, face à l'ensemble des émissions à l'échelle mondiale. Donc, ça permet effectivement de mettre en perspective le fait que même si l'Europe est neutre en carbone, ça ne réglera évidemment pas le problème du changement climatique. L'ambition européenne, au travers de son Green Deal et du paquet Fit for 55, c'est de tirer vers elle l'ensemble des autres pays à l'échelle mondiale et de faire en sorte que les engagements qui ont été pris dans le cadre de l'accord de Paris se concrétisent par des actions très réelles. Un point peut-être sur la répartition des émissions de gaz à effet de serre du transport. Hein. On commence à faire un focus sur les sujets qui nous intéressent. Le transport à l'échelle de l'Union européenne, c'est à peu près 22% des émissions de GES sur ce périmètre, hein, tout secteur du transport confondu. Le transport routier, c'est 95% des émissions du transport à l'échelle européenne. Et au sein de ces émissions issues du transport routier, les voitures particulières représentent à peu près 61% des émissions, les camions c'est 27%, et les véhicules utilitaires ont 11%. Les évolutions maintenant des émissions du transport, hein, on voit de nouveau en bas de 100 depuis 90 une amélioration de la performance de consommation unitaire des véhicules. Hein, c'est la fameuse réglementation sur les émissions de CO2 des véhicules, la courbe verte que vous voyez en bas de l'écran. Donc ça, c'est le résultat de notre travail, hein, c'est le résultat de l'amélioration de l'efficacité énergétique des véhicules qui ont été mis sur le marché depuis les années 90. Cependant, on voit qu'au global, les émissions de CO2 du parc de véhicules européens ont continué de grimper de l'ordre de plus 24%. Donc c'est la courbe que vous voyez ici, les émissions de CO2 du parc des véhicules particuliers en violette. Et ça, c'est le résultat de la demande de transport, de la demande de mobilité qui s'est accrue énormément depuis les années 90, avec un parc de véhicules qui, lui, s'est accru aussi, c'est la courbe du haut, et une circulation également qui a cru en milliards de kilomètres véhicules parcourus depuis 90. Tout ça a augmenté, et c'est le fait que même si les émissions unitaires des véhicules ont baissé, eh bien, la résultante de tout ça à l'échelle du parc, c'est des émissions de CO2 qui augmentent de l'ordre de plus 24%.
Alors, le Fit for 55, quelle méthode la Commission européenne a adoptée? Eh bien, elle joue sur un certain nombre de leviers qui sont ceux de la tarification carbone, l'introduction d'objectifs nationaux contraignants, par exemple sur les bornes de recharge, et sectoriels. En ce qui nous concerne, c'est la réglementation sur l'émission de CO2. Et puis, elle combine ça aussi avec des mesures de soutien dans une approche où elle vise à mettre en œuvre donc sa stratégie dans une approche la plus optimisée sur le plan coût-bénéfice. Hein, c'est l'objectif. Donc, elle renforce son ambition sur la réduction de l'intensité carbone de l'électricité au travers de l'ETS. Et en parallèle, elle propose aussi donc de mettre en place un cadre qui préserve la compétitivité des industriels au niveau européen par la mise en œuvre d'un mécanisme dédié qui s'appelle le MACF, donc le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui consiste à faire en sorte que les produits qui entrent sur le territoire européen soient soumis aux mêmes contraintes que ceux qui sont produits sur le territoire européen, en mettant en place une taxation au titre du contenu carbone de ces produits. Alors, ce n'est pas dénué d'intérêt, et on partage l'objectif d'essayer d'équilibrer la compétitivité des industriels intra et extra-Europe. Cependant, dans le détail, cette proposition fait l'objet de nombreux écueils et on pourra peut-être y revenir à la fin de notre échange. Alors, quelle architecture climatique la Commission européenne prévoit? Donc, elle propose donc un certain nombre de politiques sectorielles qu'on voit dans les carrés en bas en violet, dont la réglementation sur les émissions des véhicules, la réglementation café, avec dans la case bleutée. Qui est associé à son pendant, évidemment, c'est le règlement sur les infrastructures de carburants alternatifs, hein, notamment qui permet d'envisager des objectifs sur le déploiement d'un réseau suffisamment dense de bornes de recharge à l'échelle européenne. Hein. Donc le café, enfin la réglementation sur les émissions de CO2 permet de traiter les émissions des véhicules neufs, mais il s'agit aussi de traiter les émissions du parc de véhicules, et là c'est la case en jaune qu'on voit au-dessus, avec le règlement dit partage d'efforts, dont l'objectif global a été aussi renforcé à moins 40% par rapport cette fois-ci à 2005, hein, et chaque État membre de l'Union européenne a un objectif propre autour de cet objectif global de moins 40% qui tient compte de son niveau de richesse. Donc, la France a un objectif plus important que ce moins 40%, il est moins 47,5, alors que d'autres pays qui sont considérés comme étant enfin, dont le PIB est plus faible, auront un objectif qui est là aussi plus faible. À côté, en orange, on a le système d'échange de quotas d'émissions ETS, qui donc vise à verdir essentiellement le mix électrique européen par la tarification carbone, on y reviendra. Donc tout ça constitue un ensemble assez cohérent sur le principe. Hein. Donc cette fois-ci, la Commission européenne propose véritablement une approche intégrée, comme on le souhaitait déjà depuis de nombreuses années. Hein. Il ne s'agissait pas de traiter simplement les émissions des véhicules neufs, mais de regarder la problématique de la baisse des émissions de CO2 de la manière la plus globale possible. C'est ce que nous propose la Commission européenne avec cet ensemble cohérent. Cependant, on va voir dans le détail, il y a un certain nombre de difficultés justement sur le plan de cette cohérence et on aura l'occasion d'y revenir. Alors, cette fois-ci, l'idée, c'est de faire un focus sur les différents instruments que propose la Commission européenne, mais cette fois-ci, en regardant ces instruments à l'échelle donc de son impact sur la filière industrielle. Donc, comme je le disais, parmi ces différents instruments, on a le système d'échange de quotas de gaz à effet de serre. C'est le rond en haut dit ETS émetteur qui va essentiellement viser à réduire l'intensité carbone de l'électricité par l'introduction d'une tarification carbone dans le cadre de cet échange de quotas de gaz à effet de serre. Globalement, grosso modo, on va fixer un cap d'émissions de CO2 à tous les producteurs d'électricité en Europe. Et ce cap, il va se réduire d'année en année.
Et chaque année, finalement, on va avoir des acteurs, producteurs d'électricité, qui vont surperformer ou sous-performer. Et donc, ceux qui vont surperformer vont avoir des crédits à revendre sur les marchés, et ceux qui sous-performent pourront acheter ces crédits. Et donc, c'est comme ça qu'on crée ex nihilo un marché de carbone et qu'on introduit une tarification carbone qui pousse les énergéticiens à euh, euh, réduire l'intensité carbone de leur mix électrique mis sur le marché. Même chose cette fois-ci, la Commission européenne sur le transport va s'adresser, et ça c'est la nouveauté, va s'adresser aux producteurs de carburant pour introduire, en tout cas c'est son souhait, ça fait partie d'une des propositions donc, du paquet, d'introduire ce même dispositif d'échange de quotas de carbone au sein du marché des carburants. L'idée étant de renforcer le prix des carburants fossiles pour pousser les pétroliers, cette fois également, à verdir le mix énergétique qu'ils mettent sur le marché. La directive sur les énergies renouvelables, dite RED 3, quant à elle, vise à contraindre les énergéticiens à produire et mettre sur le marché des énergies décarbonées. La directive dite ETD pour Energy Taxation Directive vise cette fois-ci à supprimer les avantages aux énergies fossiles et défiscaliser les énergies décarbonées. Donc, tout ça fait partie de cet ensemble cohérent que la Commission européenne nous propose pour donc atteindre ces objectifs. Ensuite, évidemment, on a la réglementation CAFE qui vise donc à contraindre les constructeurs automobiles à proposer et vendre des véhicules électrifiés. Et cette réglementation, elle est mise en œuvre en parallèle de celle relative aux carburants alternatifs. Donc, c'est un règlement dit AFIR dorénavant, qui donc cette fois-ci s'adresse aux États quant au déploiement des infrastructures de recharge. Et donc, c'est des objectifs qui sont fixés de manière contraignante à ces États. Enfin, on a le fonds de soutien, puisque comme je le disais, la Commission européenne veut mettre en place une transition qui soit juste pour les citoyens et juste pour l'ensemble des acteurs économiques au sein de l'Union européenne. Et donc l'idée, c'est de faire en sorte que, il y ait des aides à l'achat qui soient fournies aux citoyens pour à la fois être en capacité d'acheter des véhicules propres, des véhicules électrifiés, mais aussi pour supporter les surcoûts que vont engendrer toutes ces propositions, notamment les surcoûts sur les énergies fossiles, et donc avec l'idée de distribuer des chèques carburant, pourquoi pas. La réglementation café, cette fois-ci, on va faire un zoom un peu plus ciblé sur ce qui nous concerne. Donc, voilà, finalement, j'ai deux slides. Je pense que je vais vous présenter plutôt celle-ci. Donc, vous connaissez la réglementation existante sur les émissions de CO2 des véhicules particuliers et véhicules utilitaires, avec ce fameux objectif de 95 grammes que vous voyez au milieu de l'écran, qui est prévu pour l'année 2021. C'était 147 grammes pour les véhicules utilitaires. Et donc, la proposition de la Commission européenne consiste à faire moins 15% en émissions de CO2 par rapport à cette année de 2021, puis moins 55% pour les véhicules particuliers en 2030, moins 50% sur les utilitaires et moins 100% à l'horizon 2035. Donc, première difficulté qu'on note au regard de cet objectif de moins 100% à l'horizon 2035, c'est que globalement, la Commission européenne prend un parti pris qui consiste à dire qu'à cet horizon 2035, il n'y a plus que des véhicules électriques ou à hydrogène qui ne pourront être commercialisés d'ici à compter de 2035. Donc ça, on va y revenir, mais ça pose un certain nombre de difficultés parce que ça engendre un rythme de transition qui est extrêmement accéléré et pose une question de cohérence entre sa volonté de développer les énergies renouvelables, notamment les énergies liquides renouvelables qui pourraient alimenter les véhicules thermiques, et le fait qu'elle nous dise à l'horizon 2035 qu'il n'y a plus de véhicules thermiques qui sont censés être vendus et utilisant des carburants liquides décarbonés, ce qui pose question quant à la réalité au degré d'incitation pour les énergéticiens à véritablement investir pour proposer des carburants liquides décarbonés.
Alors, quelle traduction cette fois-ci en termes de mix énergétique, puisque, comme je le disais, évidemment, pour répondre à ces objectifs de baisse des émissions de CO2 du marché des véhicules neufs, eh bien, il va falloir largement électrifier le marché. Donc, à l'horizon 2025, on voit qu'on a déjà une vraie rupture, là où aujourd'hui, on est autour de 10% par marché, enfin en 2020, pardon, de véhicules électrifiés, donc véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables. On passe dès 2025 à environ 38%. Et puis 70% en 2030, ça consiste à répondre à l'objectif de moins 55% de baisse des émissions de CO2 par rapport à 2021. Et puis évidemment, 100% de véhicules électriques, alors ça peut être aussi des véhicules à hydrogène, hein, pour l'horizon 2035. Et donc, cet horizon 2035, je le disais, pose un certain nombre de problèmes, puisque la Commission européenne raisonne sur un périmètre qu'on appelle du réservoir à la roue pour fixer ses objectifs, ce qui impose effectivement qu'il n'y ait plus un seul gramme de CO2 qui sorte du pot d'échappement. Et ça, c'est une difficulté, puisque finalement, il y a une forme d'incohérence par rapport à la loi climat qui, elle, vise plutôt, la loi climat européenne, qui, elle, vise plutôt à l'horizon 2050 à être neutre en carbone, mais neutre en carbone de manière nette, c'est-à-dire en prenant en compte aussi les puits de carbone, ce qui signifie que globalement, si on devait répliquer pour cet horizon 2035, eh bien, la logique qu'elle a adoptée dans la loi climat, eh bien, il faudrait envisager que ce soit un moins 100% net, et ce qui permettrait à cet horizon eh bien, de pouvoir profiter de la décarbonation des carburants liquides qui pourraient être disponibles à cet horizon pour aussi considérer qu'on atteint des objectifs de réduction d'émissions de CO2, mais cette fois-ci net, en prenant en compte donc le carbone qui ne serait pas émis de manière supplémentaire, puisque contenu dans des carburants d'origine liquide, d'origine renouvelable. Alors ce mix-là, bah, c'est évidemment un bouleversement sans précédent, hein. C'est des prévisions qu'on a réalisées avec le consultant que la PFA a, a, a sollicité, donc le BIP, hein. Et donc, comme je disais, c'est un rythme de transformation sans précédent qui nous met, qui met en péril notre capacité à transformer notre outil industriel et les compétences nécessaires pour développer dans les temps donc les technologies et que ça se fasse dans des conditions de compétitivité qui soient optimisées, hein. Il faut faire attention, et c'est le message qu'on passe au pouvoir public, hein, dans leur ensemble, hein. Plus on va vite sur cette décarbonation du marché des véhicules, plus on va vite vers l'électrification à 100% du marché du véhicule, plus on fait le jeu des Chinois et des Américains. D'ailleurs, il n'est pas surprenant que dans les échanges qui ont eu lieu, on regarde cette proposition de la Commission européenne, Ford soit l'un de ceux qui se soit prononcé comme étant très favorable au maintien de la fin du thermique à l'horizon 2030. Hein. Il est sans doute possible que Ford se dise que ça va lui permettre de développer des technologies d'électrification de ces véhicules sur le dos des Européens pour pouvoir ensuite les commercialiser aux États-Unis. Voilà pour ce point. Je propose donc qu'on avance. Donc, on a fait quelques simulations avec notre consultant BIP. Donc, c'est une slide, hein, qui est un peu chargée. Mais donc, elle permet de mettre en évidence les évolutions du marché des véhicules par technologie en prenant en compte donc, la fin du thermique à l'horizon 2035. Hein. Donc, vous voyez qu'on a une rupture à cet horizon-là. Hein. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que on a un marché des véhicules électrifiés qui baisse considérablement, avec une part de marché de seulement 18% de véhicules hybrides rechargeables à l'horizon 2030, pardon. Et globalement, la performance CO2 qu'on atteint à cet horizon-là, elle est même meilleure
que le moins 55% proposé par la Commission européenne, c'est-à-dire que l'horizon 2035, avec la baisse à moins 100% des émissions de CO2, engendre qu'un point de passage à l'horizon 2030 où on va faire encore mieux que le moins 55%. Alors, ce n'est pas forcément souhaitable parce que puisqu'on voit que globalement, on n'a qu'une part de marché de véhicules hybrides rechargeables qui est relativement limitée. Et donc, l'idée, c'était plutôt de voir dans quelle mesure, en prolongeant la durée de vie des hybrides rechargeables, et donc c'est le deuxième scénario qu'on a réalisé avec le BIP jusqu'en 2035, pour répondre finalement à l'idée qui consiste à donner de la place à cette technologie encore à cet horizon-là, je vais y revenir, eh bien, on voit que lorsque on maintient cette technologie jusqu'en 2040, cette fois-ci, eh bien, on voit qu'en 2030, on a encore de l'ordre de 25% de part de marché. Donc, c'est la partie jaune de 25% de part de marché de véhicules hybrides rechargeables, ce qui permet d'envisager des développements et de rentabiliser ces développements sur cette technologie à cet horizon. Et ça, c'est des éléments donc d'évaluation qui vont nous aider à défendre le maintien de cette technologie hybride rechargeable à l'horizon 2035 vis-à-vis des pouvoirs publics français, puisque comme vous le savez, le président Macron lui-même, dans le cadre de, 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 de des prises de position qu'il a pu avoir en amont de la présidence française qui va débuter au 1er janvier 2022, a annoncé donc qu'il était favorable au maintien de la technologie hybride rechargeable jusqu'en 2040. Et donc, l'idée pour nous, c'est d'essayer de lui fournir tous les éléments qui montrent qu'effectivement, cette technologie et son industrialisation, en particulier en France, peut permettre de mettre en œuvre une transition dont le rythme serait plus acceptable que celle qui consisterait à faire du 100% de véhicules électriques à cet horizon. Alors, finalement, cette position, elle est plutôt bien accueillie, hein, mais il faut quand même avoir à l'esprit que c'est dès aujourd'hui que les autorités françaises sont en train de traduire cette pensée proposée par Emmanuel Macron consistant à maintenir l'hybride rechargeable en 2035. Et on a pas forcément que des sources de réjouissement, puisque leur idée, c'est tout de même introduire des exigences de performance sur les véhicules hybrides rechargeables qui soient extrêmement ambitieuses et fortes, avec une limite en grammage d'émissions de CO2 qui serait de l'ordre de 20 grammes, et limiter également la part de marché de ces technologies à l'horizon 2030 avec un seuil qui serait de 20% de part de marché maxi. Et donc, on voit bien que si on ne ces considérations, on peut se poser la question de savoir si effectivement les constructeurs décideront ou non de continuer de développer cette technologie de l'hybride rechargeable, dans la mesure où les parts de marché auxquelles on serait limité ne permettraient pas d'avoir une rentabilisation suffisante des investissements correspondants. Donc, on continue d'échanger là-dessus avec les pouvoirs publics français. C'est un point important, et il est probable qu'il faille abandonner cette idée de caper le marché des véhicules hybrides rechargeables à cet horizon. Un point maintenant sur le sujet de la réglementation sur les infrastructures de recharge. Alors, le règlement AFIR, hein, dont je parlais tout à l'heure, ne concerne pas exclusivement les infrastructures de recharge des véhicules électriques. On parle aussi d'hydrogène, mais évidemment, cette question de la densité du réseau d'infrastructures de recharge à l'échelle européenne est absolument déterminante quant à notre capacité à atteindre les objectifs de la réglementation CO2. Et il se trouve que la Commission européenne a fait une proposition où elle va évaluer le nombre de véhicules électrifiés qui seront existants dans le parc à l'horizon 2030. Et là, elle en a déduit la consommation d'énergie électrique correspondante, et elle s'est fixé des objectifs en termes de déploiement des infrastructures de recharge, avec environ 4 millions de bornes de recharge à l'échelle européenne
donc en 2030. De notre côté, au sein de la PFA, on a fait des évaluations et la CEA aussi fait des évaluations et on s'aperçoit qu'on est bien au-delà du 3,9 millions proposé par la Commission européenne. Alors, pour le chiffre de la PFA que vous voyez, 4,2 millions, il s'explique très largement au regard des hypothèses qu'on a prises en compte. Le chiffre de la CEA est sans doute plus réaliste par rapport à l'ambition qu'on souhaite au niveau européen. Il y a une différence des chiffres qui est liée au fait que eh bien, on a, nous, au sein de la PFA, on est parti sur un taux de recharge sur le domaine privé, donc par rapport au domaine public, qui est bien inférieur à celui de la CEA. Donc la vérité se trouve sans doute entre les deux chiffres, autour de 5 à 6 millions. Et ce qu'on constate donc, c'est que la Commission européenne est beaucoup moins disante par rapport à nos évaluations, ce qui veut dire que c'est de nature à remettre en cause notre capacité à atteindre ce moins 55% d'émissions de CO2. Et c'est pour ça qu'on essaie de faire en sorte qu'il y ait une corrélation directe entre l'objectif en baisse d'émissions de CO2 et l'objectif en déploiement des infrastructures de recharge. Un autre point important du paquet Fit for 55, concerne donc la directive sur les énergies renouvelables. Donc, elle est modifiée avec un objectif dans les transports, donc qui passe de 14% d'énergie renouvelable dans les transports, donc d'énergie renouvelable dans les carburants utilisés par le transport, qu'il s'agisse de carburants, enfin d'électricité ou de carburant liquide, qui passe de 14 à 24%. Et ces objectifs-là sont à remplir avec des obligations de maximum d'incorporation et de minimum d'incorporation. On a des maximums d'incorporation qui concernent les biocarburants de première génération. C'est la case en vert que vous pouvez voir. Hein. Donc, non, pardon, c'est des mini. Donc, là, je parlais des maximums d'incorporation, c'est la case en jaune. Pour les biocarburants de première génération ou les déchets de type huile de friture ou graisse animale. Hein. Donc la Commission européenne considère que ces biocarburants de première génération ont des critères de durabilité qui ne sont pas suffisants pour qu'elles puissent envisager de soutenir leur développement ou leur production au-delà des taux actuels de 7%. Parce que c'est des biocarburants qui, comme je le disais, ont des critères de durabilité limités, puisqu'ils consistent à utiliser des terres cultivables qui peuvent entrer en compétition avec des terres qui pourraient être donc utilisées à des fins d'alimentation humaine. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils sont capés. À l'inverse, les énergies qui apparaissent dans la case verte sont des énergies dites, qui sont des énergies avec critères de durabilité performants. Et donc, c'est l'électricité verte, c'est l'hydrogène vert, et ce sont également les biocarburants dits avancés qui sont produits, eux, avec de la biomasse, mais c'est une biomasse qui n'entre pas en compétition avec la production alimentaire, puisque c'est de la biomasse qui sont issues de résidus forestiers, par exemple. Et cet objectif, hein, il concerne à la fois, tout le transport, hein, c'est à la fois le transport routier et le transport aérien et maritime. Et donc là aussi, on a des interrogations quant au fait que ce 24% prévu pour l'horizon 2030 soit suffisamment incitatif pour que les énergéticiens qu'ils soient incitatifs pour qu'ils puissent envisager des investissements qui sont colossaux, hein, on va y revenir, à cet horizon-là, pour couvrir tous les besoins, à la fois les besoins du maritime et de l'aérien et les besoins de décarbonation du transport routier. Justement, les pétroliers se sont interrogés pour savoir dans quelle mesure ils seraient en capacité de proposer des carburants dits avancés, qu'il s'agisse de carburants donc de synthèse ou de biocarburants avancés. Et selon leur scénario, eh bien, ils
envisagent de pouvoir être en capacité de produire à l'horizon 2050 de l'ordre de 160 millions de tonnes de carburant donc décarboné, carburant liquide décarboné. 160 millions de tonnes, c'est à peu près la moitié de la consommation du transport aujourd'hui. Donc, on peut considérer que eh bien, ce soit une quantité qui permettrait d'être suffisante à cet horizon-là pour continuer d'utiliser des véhicules thermiques. Bien entendu, c'est lié à des investissements qui sont absolument colossaux. Hein. L'échelle de droite du graphique, ce sont les investissements en milliards d'euros. On voit qu'on monte à peu près à 700 milliards. Et donc, évidemment, les énergéticiens nous disent qu'il convient, avant de lancer ces investissements, que le cadre législatif proposé par la Commission européenne soit suffisamment incitatif. Et à ce stade, c'est une vraie question, puisque précisément, le fait d'interdire la commercialisation des véhicules thermiques à l'horizon 2035 est une vraie limite qui va sans doute les empêcher d'investir massivement. Ils le feront sans doute pour le maritime et l'aérien, parce que là, pour le coup, il y a des vraies incitations, mais en ce qui concerne le transport routier, ça reste une vraie question. La directive sur la fiscalité des énergies, j'en parlais tout à l'heure, elle est aussi assez déterminante dans la stratégie de la Commission européenne, hein, qui se veut cohérente. Or là, on a aussi encore un souci de cohérence. Enfin, sur le papier, théoriquement, l'approche de la Commission européenne est assez positive, sauf que dans le détail, on va s'apercevoir que, elle n'est pas sans écueil. Donc, elle propose, et ça c'est plutôt une bonne chose, que tous les carburants d'origine fossile soient taxés de la même manière. Hein. Donc, c'est la première ligne, avec un objectif de 10,75 euros par gigajoule. Tout ce qui est fossile, donc le gaz, est également soumis à la même, ramené au même niveau de fiscalité. C'est vrai aussi donc pour les biocarburants, même si ils permettent des économies de CO2 fossiles, elle considère que ces biocarburants n'ont pas des critères de durabilité suffisants, et donc à l'horizon 2033, elle envisage de les taxer de la même manière que les carburants fossiles. À l'inverse, elle propose des avantages sur les carburants dits avancés, donc les sustainable biofuels, biogaz, avec une taxation qui serait réduite de moitié. Et puis, l'électricité, quant à elle, serait largement avantagée par rapport aux autres énergies, parce que ça rentre donc bien dans la stratégie de la Commission européenne que de favoriser l'électrification du parc. Il se trouve tout de même que, première incohérence, c'est que cette hiérarchie de la taxation des énergies, elle est fondée sur la performance environnementale des carburants. Et petit problème, il se trouve que l'électricité, elle, il n'y a aucune distinction en termes de fiscalité sur l'électricité, selon qu'elle vienne de renouvelables ou d'autres sources d'énergie qui sont, elles, plus émettrices de CO2, comme le charbon, la lignite ou le gaz. Donc, première incohérence, elle ne distingue pas la fiscalité selon l'origine de l'électricité. Autre point d'inquiétude sur cette question de la fiscalité des énergies, c'est que cette fiscalité-là, ce sont des minima de fiscalité. Et donc, les États membres, ils ont toute l'attitude de pouvoir aller largement au-delà de ces fiscalités. C'est ce que les États membres font d'ores et déjà. Et finalement, cette directive n'a pour objectif que de créer une hiérarchie dans la fiscalité minimum mise en place par les États membres. Et par exemple, si un État décide qu'il n'y a qu'un centime d'écart entre du fossile et de l'électricité, ou entre du fossile et un biocarburant avancé, il respecte les termes de la directive. Donc aujourd'hui, au regard de l'état du texte, rien ne nous permet de considérer que les avantages sur l'électricité seront suffisamment intéressants pour que, on puisse avoir un déploiement important de l'électrification du parc et du marché dans certaines zones au niveau européen. Et donc ça, c'est un des points sur lesquels on va devoir également avancer vis-à-vis de la Commission européenne. Un point également intéressant à regarder,
c'est l'impact en matière d'émissions de CO2 des différents scénarios de la Commission européenne. On voit que dans l'étude d'impact, la Commission européenne a évalué différents scénarios. Ce sont des scénarios donc d'objectifs CO2 entre TL-low et TL-high. On s'aperçoit qu'elle a choisi l'objectif CO2 de son étude d'impact, qui est les objectifs CO2 de son étude d'impact qui sont les plus ambitieux. Pourquoi elle a fait ça? Eh bien, c'est un peu à la dernière minute qu'elle a fait ce choix avec un moins 60% et moins 50%. Alors, en réalité, elle a mis moins 55% pour les véhicules et moins 50% pour les véhicules utilitaires. Mais donc, elle a fait ce choix guidé par les annonces des constructeurs qui, au moment, un peu avant la sortie de la publication donc, de cette proposition en juillet, eh bien, elle a suivi les annonces des constructeurs et donc qui ont rivalisé d'ambition sur leur part de marché en matière de véhicules électriques à l'horizon 2030-35. Et donc, c'est sans doute la raison de ce choix. Cependant, il faut avoir à l'esprit que les constructeurs, eux, ont fait ces annonces parce que, eh bien, ils étaient aussi obligés de faire ces annonces sur le constat de la chute massive de leur capitalisation boursière, absorbée par les nouveaux entrants, Tesla en priorité. Et donc, ces annonces étaient absolument indispensables. Donc, la Commission a rebondi en faisant donc cette proposition qui fait partie de ces scénarios les plus ambitieux. Alors, comme je le disais, ce qui est intéressant, c'est de regarder la performance en émissions de CO2, la proposition de la Commission européenne sur le règlement café. Donc, on va regarder ce qui se passe sur le scénario haut, donc TL-high, de moins 60% d'émissions de CO2 pour les VP et moins 50% pour les VUL. On s'aperçoit que le fait de pousser le marché à ce niveau de performance n'aura qu'un effet assez limité sur la baisse des émissions de CO2 du parc, de l'ordre de moins 11% à l'horizon 2030 par rapport à 1990, là où le paquet Fit for 55, lui, vise à faire moins 55%, tous secteurs confondus. Et c'est naturel, puisque finalement, il y a une grande inertie, comme vous le savez, dans le renouvellement du parc. Il n'est renouvelé qu'à hauteur de 6% par an par des véhicules neufs. Et donc, ça explique que finalement, on ait une baisse relativement limitée des émissions de CO2. Alors, bien entendu, à force d'électrifier le parc, eh bien, à l'horizon 2050, on va avoir des baisses qui sont significatives, mais pour l'horizon 2030, on est encore sur un effet qui reste limité. Donc, comme je le disais, il y a une grande inertie. Et c'est aussi la raison pour laquelle, pour accélérer la baisse des émissions de CO2 donc du parc de véhicules, eh bien, il faut savoir faire peut-être plus en matière d'objectifs et d'ambition sur l'introduction des énergies renouvelables liquides sur le marché. Quelques interrogations donc, en synthèse sur le paquet Fit for 55. Donc, la Commission nous dit qu'elle veut une approche équilibrée entre tarification carbone, objectifs contraignants. La première des interrogations, on s'aperçoit, comme je le disais, qu'entre les objectifs sur la réglementation CO2 et les objectifs qu'elle se fixe en matière de déploiement des infrastructures de recharge, le compte n'y est pas, puisque le nombre de bornes de recharge déployées au niveau européen ne nous permettra pas d'atteindre le moins 55% rien que sur les véhicules particuliers. Une interrogation aussi sur la RED 2, sur la RED 3, donc c'est la directive d'énergie renouvelable. Quid de l'incitation que cette directive engendre auprès des pétroliers, comme je le disais, au regard donc, de l'arrêt des véhicules thermiques qu'elle propose en horizon 2035. Nous avons aussi un sujet sur l'ETS transport, c'est la tarification par l'introduction d'un marché de carbone auprès des pétroliers des énergies liquides fossiles. Donc, la hausse du prix des énergies liquides fossiles doit nous permettre aussi d'accélérer la transition, sauf que, eh bien, comme il est évident que ça peut avoir un impact d'ordre social. Je ne reviens pas sur la crise des gilets jaunes qui a été déclenchée par la hausse de quelques centimes d'euros sur les carburants. Eh bien, l'ensemble des États membres se montrent extrêmement réservés par rapport à l'introduction de cette proposition de l'ETS transport. Sauf que, effectivement, on peut être prudent au regard de cette
de cette hausse des prix sur les énergies fossiles, sauf qu'elles sont aussi prévues pour pouvoir financer le fonds de soutien qui précisément doit aider les citoyens à acheter des véhicules plus propres, voire à leur mettre à disposition des chèques énergie pour absorber toute la hausse des prix associés à la mise en œuvre de ce paquet. Donc on perdrait aussi le financement du fonds de soutien. Donc ça, c'est une difficulté. En parallèle, la directive sur les énergies renouvelables qui vise elle aussi à renforcer le prix des carburants fossiles et aider la transition, et en même temps à faire en sorte que les énergies décarbonées soient avantagées. Dans la mesure où cette directive elle nécessite l'unanimité des États membres, il est probable que cette unanimité ne sera jamais trouvée. Et donc, cette directive-là pourrait ne jamais être adoptée. Et donc, c'est encore une fois une entrave, enfin un écueil dans la stratégie et la cohérence de la Commission européenne qu'elle souhaite mettre en œuvre. Du point de vue du consommateur, cette fois, on s'aperçoit, donc, comme je disais, que l'ensemble des instruments sur lesquels compte jouer la Commission européenne va engendrer une certaine hausse des prix, qu'en parallèle de ça, elle envisage effectivement que le consommateur puisse s'y retrouver parce qu'il va basculer sur des véhicules électriques et donc il va observer des baisses de coûts à l'usage, que dans l'hypothèse où la directive fiscalité des énergies soit adoptée, eh bien, on peut lui garantir que les énergies qu'il va utiliser continueront d'être à un coût acceptable. Et puis, il pourrait bénéficier d'aide à l'achat. La grande question, c'est est-ce que ces incitations sont de nature à couvrir la hausse des prix pour que la transition se fasse de la manière la plus heureuse possible pour le consommateur? C'est une vraie question à laquelle, pour l'instant, on n'a pas de réponse et il conviendra d'être extrêmement vigilant pour préserver cet équilibre au regard donc des discussions qui vont se mener sur le paquet. Je vous propose maintenant de passer à Euro 7. Je ne sais pas combien de temps on dispose encore. J'ai l'impression Il nous d'avoir reste été 10 un minutes, Nicolas. 10 minutes. Ok, donc on va faire vite. Euro 7. Donc, comme vous le savez, donc, la Commission européenne a entamé un processus de révision de la réglementation sur les émissions de polluants des véhicules. Aujourd'hui, nous sommes sur la norme Euro 6D TAMP qui a été mis en œuvre donc à compter de septembre 2019, je crois, pour l'ensemble des véhicules neufs. Et donc, elle envisage un renforcement des objectifs de cette réglementation, renforcement des valeurs limites de cette réglementation dans le cadre d'Euro 7. Elle a mandaté un certain nombre de consultants qui se sont réunis dans un consortium qu'on appelle CLOVE. Et depuis, on va dire, le deuxième semestre de 2020, on a eu des échanges avec ce consortium CLOVE, qui lui-même répond aux demandes de la Commission européenne. Et ce consortium de consultants de la Commission européenne nous a fait un certain nombre de propositions. Ces propositions sont autant de propositions que la Commission européenne va regarder pour produire sa propre proposition législative qui devrait intervenir. Donc on l'attendait pour la fin de l'année 2021, mais finalement ce sera sans doute début de l'année 2022. Donc pour l'instant, nous n'avons que des orientations qui sont celles proposées par les consultants de la Commission, mais on ne sait pas exactement ce que la Commission européenne va nous proposer en termes de niveau d'ambition dans la réglementation Euro 7. Évidemment, le message qu'on lui a passé, c'est attention, au vu de l'électrification du marché qui sera guidée par la réglementation CO2, eh bien, il faut faire en sorte que Euro 7 et les développements correspondants et les investissements correspondants soient raisonnables. Sinon, le risque, c'est qu'un certain nombre de constructeurs décident de faire l'impasse et de basculer directement ou de concentrer leurs investissements plutôt sur l'électrification des véhicules et donc de précipiter encore un peu plus le rythme de bascule sur le véhicule électrique. Alors, la réglementation sur les émissions de CO2, de polluants, pardon, le graphique qui est là, la courbe verte, c'est ce qu'on
ce qu'on appelle les conditions normales d'utilisation, c'est grosso modo la circulation des véhicules s'opère avec un pic dans des conditions normales, c'est-à-dire des conditions de circulation euh, à vitesse stabilisée, en plaine ou urbaine. Voilà, c'est ce qu'on appelle les conditions normales. Et puis, il y a des conditions qu'on appelle étendues, qui sont des conditions extrêmes, où on observe des températures importantes ou à l'inverse des températures extrêmement faibles. Des conditions d'usage des véhicules avec des stop and go importants, des conditions d'altitude, enfin des conditions oui, de circulation en haute altitude qui eh bien, engendrent des émissions de véhicules. Toutes ces conditions dites étendues engendrent des émissions de véhicules qui sont plus importantes. Et jusqu'à présent, la réglementation Euro 6D eh bien, nous permettait d'avoir des valeurs limites qui sont plus importantes dans ces conditions dites étendues, donc des conditions sévères d'utilisation des véhicules. Et la première proposition du consortium de consultants a consisté à nous dire que eh bien, toutes les émissions devaient être au même niveau, quelles que soient les conditions d'utilisation, ce qui avait pour effet simplement d'engendrer des coûts de développement et des niveaux de dépollution quasiment inatteignables. Et donc, la première proposition des consultants de la commission était effectivement de dire que le véhicule thermique, précipitait la fin du véhicule thermique aux horizons de la mise en œuvre de recettes, donc qui est prévu pour l'horizon 2025, enfin 26-27, on va dire. Et donc, à force de discussion, on a réussi à obtenir tout de même que que dans ces conditions, on puisse obtenir une forme de souplesse pour développer les technologies, puisque si en nous demandant d'avoir le même niveau de performance lorsque on est en montée de col par moins 10 degrés en tractant une caravane qu'en circulation en pleine à vitesse stabilisée, eh bien simplement, les technologies disponibles ne permettaient pas d'atteindre ce niveau de performance et donc il fallait y renoncer. Donc première approche de la Commission européenne extrêmement sévère. On a réussi donc à lui faire accepter de prendre en compte une forme de souplesse, donc c'est une bonne chose, sur ces conditions dites étendues. Cependant, les valeurs limites qui nous sont proposées restent extrêmement ambitieuses et sont encore posent des questions de faisabilité technique. Sur les deux flèches, là, vous pouvez voir les niveaux d'ambition, alors notamment sur les oxydes d'azote. Hein. Donc, il faut savoir que les normes d'émission en usage réel deviennent la référence. Auparavant, on avait des normes d'émission qui consistaient à être tenues en laboratoire. Cette fois-ci, finalement, la norme, le cycle qui fait référence, c'est le cycle en usage réel. On se demande pourquoi il est encore nécessaire de faire des mesures d'émissions de polluants en laboratoire. Et donc, lorsqu'on se compare entre la norme Euro 6 des tempes et les scénarios proposés par la Commission européenne, le scénario 1 qui est ici, je ne parle même pas du scénario 2 qui est extrêmement ambitieux et pose clairement des problèmes d'infaisabilité technique, eh bien, on s'aperçoit qu'on a une division par 3 des émissions d'oxyde d'azote, on a une division environ par 10 des émissions de particules, mais cette division par 10, donc elle s'observe sur un périmètre étendu de particules, puisque jusqu'à présent, il fallait mesurer les particules à partir de 24 nanomètres. Dans la prochaine réglementation Euro 7, il faudra les mesurer ou les compter à partir de 10 nanomètres, ce qui veut dire qu'on a grosso modo un flux de 35% de particules supplémentaires à traiter et une valeur limite qui s'est donc sévérisée par 10. Donc cette proposition-là, elle pose un vrai problème de faisabilité technique, toujours aujourd'hui, qui finalement eh bien, nous empêche d'envisager encore la présence de moteurs essence aux horizons d'Euro 7. Donc on a une infaisabilité sur les véhicules essence dans le cadre de cette proposition des consultants de la Commission européenne. Donc, on voit bien qu'on a encore pas mal de chemin à parcourir. On a eu des échanges avec les pouvoirs publics français, donc ils entendent ce message. Donc, il est probable qu'on arrivera à assouplir cet objectif. Mais à ce stade,
on a une infaisabilité technique sur les essences. Donc, pour l'instant, c'est la fin du thermique à l'horizon de la mise en œuvre d'Euro 7. Et on a d'autres sujets sur, par exemple, les émissions de CH4 qui sont ce qu'on appelle des killers de technologie, un killer de technologie gaz, N2O pareil. Donc, à ce stade, on a des propositions qui sont extrêmement ambitieuses et donc on attend avec beaucoup d'impatience la proposition de la Commission européenne en espérant qu'elle soit un peu assouplie par rapport à ces objectifs. Un autre sujet, je ne rentre pas trop dans le détail, mais grosso modo, ces valeurs limites, tout à l'heure je parlais d'un flux de particules de 35% supérieur, ces valeurs limites, elles doivent aussi être respectées dans des conditions de circulation qui sont étendues. Donc les conditions normales qu'on avait jusqu'à présent sont étendues sur le plan de la température par exemple. Auparavant, donc, on avait des conditions normales qui s'étalaient entre 0 et 30 degrés. Et bien maintenant, ces conditions normales s'observent entre moins 7 et plus 35 degrés. Et il faut savoir tenir une valeur limite qui est sévérisée. Donc ça traduit un petit peu l'intensité de l'ambition. Il faut la regarder non pas au regard simplement de la baisse de la valeur limite, mais aussi au regard des conditions de tests qui sont réalisées, qui sont bien plus sévères. Pour finir, je ferai référence donc à l'étude AlixPartner dont vous avez pu, certains d'entre vous, avoir quelques informations, hein, puisqu'il y a eu un certain nombre de séminaires qui ont été proposés par AlixPartner pour avancer sur une étude qui vise donc à évaluer les impacts du Fit for 55 sur le marché des véhicules et donc sur le niveau et donc sur l'industrialisation des véhicules, l'impact industriel en particulier en France. Et cette étude, eh bien, elle a plusieurs objectifs. Hein. C'est de donner de la visibilité donc, aux entreprises de la filière sur les évolutions à venir, cette fois-ci sur le plan industriel et sur le plan de l'impact emploi, de cette transition accélérée vers le véhicule électrique. Et par ailleurs de construire pour nous des argumentaires pour défendre les intérêts de la filière, évidemment. Donc, elle a été réalisée donc par ce cabinet McKinsey en s'appuyant sur les scénarios de mix énergétique que vous avez vu tout à l'heure avec le BPDO. Et donc, plusieurs scénarios de coûts sont étudiés hein, dans cette étude. Ils sont ils prennent en compte les hypothèses de mix énergétique, d'évolution de volume de marché. Donc, on fait des hypothèses d'évolution de volume de marché. Et évidemment aussi, les efforts de productivité sont pris en compte pour déduire quels sont les impacts de Fit for 55 sur les stratégies make or buy, par exemple, ou les risques de resourcing dehors d'Europe. Et ça nous permet donc d'en déduire et d'évaluer les impacts sur les emplois de production. Et donc, vous aurez d'ici, je pense, la mi-décembre, une restitution de cette étude qui sera donc rendue publique et il est probable que la PFA puisse également vous proposer une restitution spécifique à l'intention donc des entreprises de la filière. Voilà. Pardon, j'ai été un peu long. Je ne sais pas, on n'a plus beaucoup de temps pour les échanges, mais je suis ouvert à toutes vos questions. Bonjour Nicolas, c'est Luc Messiaen de l'ARIA Hauts-de-France. Tout d'abord, un grand merci pour cet éclairage complet, moi qui m'a vraiment intéressé. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup à faire, hein, comme tu le rappelles, mais dans tous les cas, c'était intéressant d'avoir tous ces éclairages. Il y a quelques remarques qui ont été faites dans le chat. Je ne sais pas si tu as eu le temps de le dire. Un œil. Alors, je n'ai pas trop regardé.
Alors, je vais les prendre dans l'ordre. Quid des moteurs thermiques à hydrogène considérés comme bannis en 2035, absents de vos simus par manque de... Non, alors effectivement, ils n'apparaissent pas dans les perspectives de Miss Techno, mais effectivement, on les a pas oubliés. Ils sont intégrés dans les véhicules électriques parce que c'est des véhicules, on va dire, zéro émission, mais pour faire simple, on a mis des véhicules électriques, mais ils sont bien là. On a évidemment une on n'envisage pas des parts de marché qui soient gigantesques au vu des surcoûts de cette technologie, mais effectivement, c'est une option technologique, notamment pour les véhicules utilitaires. À ce stade, on a des vrais problèmes à proposer des alternatives au diesel pour les véhicules utilitaires et donc des difficultés vis-à-vis de la mise en œuvre des zones à faibles émissions qui, pour certaines, envisagent la fin des moteurs, la fin de la circulation de tous les diesels dès 2024. C'est le cas du Grand Paris. Donc, c'est des solutions qu'on va développer. Donc, ça peut permettre d'assurer finalement de répondre aux besoins et aux usages des artisans sur des véhicules utilitaires à l'hydrogène. Mais à ce stade, est-ce que c'est une vraie réponse pour l'instant? Sans doute pas, au vu des surcoûts. Et donc, c'est effectivement un vrai sujet. L'hydrogène par combustion est aussi un sujet, puisque le moins 100% à l'horizon 2035 que nous propose la Commission européenne, eh bien, ça ne marche pas non plus pour l'hydrogène combustion, puisque l'hydrogène combustion, il y a un comburant qui s'appelle l'air, et dans l'air, il y a du CO2, donc ça serait interdit aussi. C'est pour traduire un peu l'absurdité de cet objectif. Voilà, le bio-CNG, alors il a un bon bilan, effectivement, CO2. Malheureusement, le bio-CNG, le gisement de matière méthanisable pour le produire reste assez limité, donc on a peu de perspectives dans ce domaine-là. Ça ne sera sans doute pas une énergie distribuée de manière massive sur laquelle on peut s'appuyer pour développer notre stratégie, clairement pas. Ça fait partie du mix énergétique, bien entendu, et pour des flottes de véhicules lourds, pourquoi pas, à proximité des méthaniseurs, ça peut être intéressant. Alors, le chargement, la question de la charge des véhicules hybrides rechargeables, effectivement, on a un vrai sujet de ce point de vue-là. Et cette technologie fait l'objet de nombreuses critiques parce qu'elle est mal utilisée, elle n'est pas suffisamment rechargée. C'est notamment le cas pour les véhicules d'entreprise, puisque les véhicules d'entreprise sont souvent mis à disposition des salariés avec une carte carburant qui est quasiment du open bar à la pompe. Et donc, à partir du moment où c'est une contrainte pour le salarié que de se recharger, il ne le fait pas. Et donc, notre idée, c'est de faire en sorte d'améliorer cette situation. Alors, plusieurs options. Évidemment, on va essayer, nous, en tant que constructeur automobile, de diffuser des messages aux conducteurs pour essayer de faire en sorte qu'ils n'oublient pas de se recharger. Il a aussi un intérêt sur le plan économique à se recharger, alors plutôt chez lui que sur les bornes de recharge publiques, parce que finalement, parfois, ça peut être un peu cher. Mais l'idée, si on veut effectivement que cette technologie perdure à l'horizon 2035, c'est d'essayer de répondre aux critiques sur la recharge, parce que les émissions de CO2, elles sont en décalage par rapport même aux valeurs homologuées. Donc, voilà, la critique est légitime. Et donc, notre idée, c'est d'essayer d'introduire une fiscalité qui soit incitative à la recharge en plusieurs étapes. La première approche serait peut-être pour les véhicules de flotte d'entreprise, de faire en sorte que les exonérations de taxes sur les véhicules de société qui sont aujourd'hui accordées aux hybrides rechargeables soient conditionnées à la réalité de la recharge de ce véhicule, avec par exemple un seuil qui serait de 50% de circulation des véhicules hybrides rechargeables en mode 100% électrique qui pourrait déclencher effectivement l'exonération. Donc ça, c'est une idée. Et ensuite, d'avoir peut-être une taxation qui serait fondée sur la réalité des usages en mode électrique, une taxation annuelle, où on remonterait les informations de consommation d'énergie du véhicule et de taux de recharge, taux d'utilisation en mode 100% électrique, et qu'on ait une taxation qui soit ajustée au degré donc d'utilisation du mode électrique. Donc ça c'est une des solutions, ce sont des solutions que nous envisageons pour essayer de donner confiance aux législateurs dans la performance de cette technologie, y compris à terme.
Voilà. Y a-t-il une pression de lobbying des gouvernances constructeurs pour influencer sur ces objectifs, car la crise sociétale? Oui, oui, oui. Donc les emplois, je confirme, effectivement. On agit au quotidien auprès des pouvoirs publics, notamment des autorités françaises qui sont en pleine construction de leur position, puisqu'ils veulent adresser leur position à la Commission bien en amont de leur prise de présidence, hein, comme j'en parlais tout à l'heure. Donc, la présidence française va commencer au 1er janvier 2022. Et du coup, ça déclenche une posture des autorités françaises de neutralité. Et donc, à compter du 1er janvier 2022, elles vont s'interdire de diffuser leurs propres positions. Donc ça, c'est un sujet. Et donc, c'est dès aujourd'hui qu'il faut essayer de peser. Et donc, en particulier, hein, dans la définition des objectifs CO2 pour l'horizon 2035, donc le président Macron a pris une position qui consiste à essayer de maintenir cette technologie au moins jusqu'en 2040. On peut même s'interroger, savoir si à l'horizon 2040, il ne faut pas maintenir aussi cette technologie dans la perspective de la disponibilité à cet horizon de carburants décarbonés qui pourrait faire en sorte que cette technologie soit une vraie technologie, une vraie solution pour permettre de s'inscrire sur la trajectoire de la neutralité carbone, aussi une vraie solution de neutralité carbone. Eh bien, on agit. Et l'idée serait de revenir sur le moins 100%, avec un moins 90 par exemple, ou moins 80, moins 90, qui laisserait de la place aux véhicules hybrides rechargeables à l'horizon 2035. En même temps, notre position, on va dire officielle, consiste à ne pas forcément fixer l'objectif de l'horizon 2035 dès maintenant, mais plutôt d'attendre la clause de révision du règlement CO2 en 2028 et de pouvoir bénéficier à cet horizon eh bien, d'un certain nombre d'indicateurs, notamment sur le déploiement des bornes de recharge, qui nous permettraient de savoir s'il est raisonnable ou pas d'envisager l'interdiction des véhicules thermiques en 2035. Voilà. Et de se dire, à cet horizon-là, on aura aussi peut-être plus de perspectives sur la réalité du déploiement des carburants décarbonés. Donc ça, c'est des éléments de position, effectivement, qu'on transmet aux autorités françaises et qu'on va transmettre également au-delà, puisque, comme vous le savez, pour essayer d'obtenir une minorité de blocage à l'échelle européenne par rapport aux propositions de la Commission européenne, il faut constituer un ensemble de 30% de la population européenne, donc essayer de mobiliser des pays dans le sens de nos demandes, qui représentent donc 30% de la population européenne. Donc évidemment, on a un front un peu latin qu'on va essayer de jouer avec l'Espagne, l'Italie. On a d'autres pays évidemment avec lesquels sur lesquels on pourrait compter, qui sont les pays dans lesquels on a des installations industrielles. Voilà, j'espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres, on a dépassé le timing, mais voilà. Je pense que oui. N'hésitez pas s'il y a une ou deux dernières questions. Sinon, on tient vraiment à te remercier. Merci aussi Christophe d'avoir organisé ce séminaire. Oui, merci à Christophe. Ce webinaire. Et comme personne n'a réagi négativement, comme l'a dit Christophe, on proposera en replay ce webinaire que j'ai trouvé très intéressant. Encore un grand merci, Nicolas. Eh bien, à votre disposition à tous. N'hésitez pas, vous pouvez me contacter directement également si vous avez des questions supplémentaires, j'y répondrai très volontiers.